Bonjour, c'est Romain Bédouc. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on débriefe une victoire. Et oui, mine de rien, ça faisait longtemps. Le PSG qui s'impose 3-0, pas de boulette, pas d'accro. Franchement, ça fait bizarre. Alors, tout n'a pas été parfait, bien entendu. Il y a encore eu des actions ratées, des moments où ça ronronne un petit peu. On va bien sûr tempérer notre satisfaction avec la faiblesse de l'adversaire. Franchement, qu'est-ce que c'était faible, Salzbourg. Mais vu l'état dans lequel on était dernièrement, on prend. Je vais citer un auteur que vous entendrez certainement dans cette tribune qui a dit avant la rencontre, au moment où il a vu la compo, vous vous démerdez mais vous prenez les 3 points, même si le buteur c'est Tenas. Voilà, vous allez voir qui c'est. Paris a fait le job, il y a des choses intéressantes à décrypter, ça tombe bien, ce podcast est fait pour ça. 100% PSG, la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au programme de 100% PSG, la tribune, on aura bien sûr le j'aime pas sur le match de Salzbourg. Après, on aura des petits débats. Achraf Hakimi est-il le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison? La question, elle se pose. Il a encore fait une super prestation. Il n'a pas été élu homme du match. Bon, voilà, mais il a fait un super match, Achraf Hakimi. L'aventure parisienne de Désiré Doué a-t-elle démarré hier soir? Buteur, c'est lui le but du 3-0, un très joli but. Désiré Doué, c'est la première fois qu'il marque avec le maillot du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée? Et puis, est-ce qu'il peut enfin véritablement compter dans la rotation parisienne? Et puis, on se penchera sur le triptyque Lyon, Monaco, Lens. C'est nos 3 derniers matchs de 2024. Est-ce que cette séquence va dicter les ambitions de la saison du Paris Saint-Germain? Est-ce que si on s'en sort indemne, si on arrive à avoir quelques démonstrations dans ces matchs-là, on aura beaucoup plus de confiance pour la suite des compétitions de la Ligue 1, de la Coupe de France, mais aussi de la Ligue des Champions. Menu déroulé, je vous présente l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui? Mathieu Faure de Nice Matin et de SoFoot. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Je suis dégoûté, Arnaud Tenas, il a pas marqué. C'était toi, l'auteur du tweet comme ça, la compo, c'était toi. Non, mais ça fait du bien, on a gagné 3-0 en Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'on a été décroché le Graal tellement on n'était plus habitué. On a passé une bonne nuit, on a lu la presse sereinement ce matin, tout va bien. Ça fait bizarre, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est sympa, on aime bien cette sensation-là. Abdellah Boulma, journaliste indépendant, qui est avec nous aujourd'hui. Salut Abdellah. Salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ah bah oui, ouais. Je suis heureux. T'es heureux aussi un peu? Non, heureux, pas trop. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est juste oui, on a gagné contre Salzbourg, formalité, quoi. Logique, ouais. Formalité. Je suis pas comme Matt, quoi, qui est visiblement très heureux, quoi. Il a fait la fête ce matin, Matt. Ouais, donc, il a l'habitude, lui, les fêtes le matin, c'est son truc. Abdellah, d'ailleurs, je rappelle, si vous n'avez pas encore fait de cadeau de Noël, il y a toujours ton livre Tout n'est pas foutu. Deux bouquins, mais à chaque fois on parle de Tout n'est pas foutu. Ouais, parce que c'est le dernier. L'éditeur a totalement déconné dans la mesure où il aurait pu, avoir un peu plus d'imagination sur les titres. Le premier c'est Grand Foutoir et le deuxième c'est Tout n'est pas foutu. Il y en a un troisième qui arrive. Ah oui, il y en a un troisième là. Voilà. Donc ça va être quoi le jeu de mots avec le foot? J'en sais rien. C'est aux éditions Solar, l'éditeur. Voilà. Absolument. Voilà, si vous avez des idées de cadeaux de Noël, ça peut être pas mal. Et avec nous pour la première fois dans 100% PSG, la tribune, Tidiane Imbo, chroniqueur pour le Winamax FC, pour la chaîne L'équipe, et puis qui collabore aussi pour les pages sport de Combini. Historiquement, tu es un supporter du Paris Saint-Germain en plus. Salut Tidiane. Salut Romain, salut tout le monde. Bah oui, écoute, content de venir discuter un petit peu, en plus pour évoquer des bonnes nouvelles. C'est pas si souvent le cas quand même en ce qui concerne le PSG dans la presse. Donc, dernièrement, là, c'était pas la joie. Ouais, mais même quand ça va pas. C'est le plus grand objet médiatique de France. Il faut quand même toujours trouver un petit peu des poux. Mais le Paris Saint-Germain qui n'a pas fait la une de l'équipe aujourd'hui. Mais c'est un complot parce que le PSG a gagné. Ouais, non, Brest, il mérite en vrai. C'est logique, bien sûr. Il mérite. Et coup de chapeau à eux. Ouais, bravo. On en parle d'ailleurs ou pas? Non, on n'en parle pas, mais, on peut dire que c'est un kiff. Ça devrait être un kiff d'être supporter brestois. Chapeau total. Ah ouais, c'est trop cool. C'est une belle histoire. Le fait qu'ils jouent potentiellement leur barrage au Stade de France leur donnerait une petite place ici là. Ouais, je suis pas sûr. Même pas. Pas mal. T'as vu l'ouverture? Non, franchement, pas mal. C'est pas mal. Je sais pas, ça te fait quoi toi, Brest, Mathieu, t'aimes bien? Ouais, je peux dire, je m'en fous. Bien sûr. Bah oui. Ouais, tu peux, hein. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'ils ont battu le PSV Eindhoven et nous on n'avait pas réussi, quoi. Donc après, c'est plutôt leur gardien eux qui a été extraordinaire. Apparemment, j'ai vu le résumé. Ah ouais, Bizot, il fait un match de fou.
Après, il bénéficie peut-être d'un calendrier plus favorable et tout, mais c'est vrai que ce qu'ils font, surtout par rapport à ce que nous on fait, par rapport à ce que c'est la meilleure équipe française en Ligue des Champions, quoi. Donc au final, c'est assez fou. Et aujourd'hui, tu regardes la gueule du top 8 et tu vois Brest qui est 3 ou 4, tu dis, ouais, en fait, c'est extraordinaire. Est-ce que des gens. Tu vois, c'est quand même fou, quoi. Donc, tant mieux qu'ils kiffent, tu vois. C'est aussi ça le foot. On est trop aigris en ce moment pour pas kiffer. Moi, je kiffe pas pour eux, mais ils ont l'air de vraiment prendre leur pied dans cette campagne et c'est très bien pour ça. En plus, à l'ère de la Super League, tout ça et tout, avoir un petit club comme Brest qui arrive et qui dit bonjour, vous savez quoi, la Ligue des Champions, nous on fait crack et on y va et on défonce tout, c'est quand même vachement bien. Super League, il sera en Blue League, là. Brest. Et il devrait attendre 2 ans avant de jouer le Real et compagnie qui serait en Gold League, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, en plus, c'est ça. Il pourrait jouer Real avec une équipe bis. Il termine avec le Real en plus, c'est ça qui est fou. Ouais. Il pourrait jouer avec une équipe bis. S'ils sont qualifiés. Ouais, le Real. Ah ouais, ils peuvent faire tourner. Ils peuvent jouer, ils peuvent faire tourner face au Real s'ils veulent. Mais t'imagines le truc? Le Real jouera une place dans le top 24, Brest dans le top 8. Tout va bien. Tout est normal. Ça peut être dingue. Bon, on va faire quand même un petit j'aime pas sur Salzbourg, Paris Saint-Germain. Alors, il n'y a pas de règle. Hein. Parfois il y a des j'aime, parfois il y a des j'aime pas. Il y en a parfois c'est commun. Donc on va faire ça pendant une petite vingtaine de minutes. On va commencer par quoi? Tiens, on va commencer par toi, Tidiani. Ton j'aime sur cette rencontre. Alors moi j'aime sur cette rencontre la présence d'un numéro 9. Je trouve, alors là c'est Ramos. Et bon, on a quand même compris que l'autre numéro 9 de l'effectif n'avait pas un grand avenir sous les ordres de Luis Enrique. Mais moi, je trouve que la présence d'un numéro 9, qu'il ne faut pas voir pour autant comme le sauveur absolu, apporte de la pertinence au contenu global. Je trouve qu'il peut avoir un rôle de fixation, il peut avoir un rôle de finisseur, bien entendu. Mais moi, je le vois comme un élément susceptible d'améliorer le rendement de l'équipe. Donc, je sais que Luis Enrique est un petit peu fétichiste de cette animation avec un faux neuf, mais moi je trouve qu'elle a montré des limites en Ligue des Champions, en tout cas avec les joueurs qui sont à disposition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, la présence d'un numéro 9, même en n'ayant pas eu la meilleure version de Ramos, je trouve qu'elle est légitime et qu'elle pourrait être bénéfique, mais pour l'animation offensive dans sa globalité. Donc c'est plus une question même de profil avant d'une question de joueur, quoi. Oui, bien sûr. Moi, c'est vraiment... si Luis Enrique avait le numéro 9 de ses rêves... si c'est quelqu'un d'autre que Ramos, c'est juste qu'il y a un vrai neuf, un attaquant. Luis Campos lui apporte. Moi, j'ai pas de problème, c'est pas mon argent. Mais c'est vraiment sur le principe d'avoir un joueur comme ça qui occupe la défense adverse, qui peut finir, qui peut libérer des espaces pour les joueurs de côté, qui peut décharger les joueurs de côté aussi en termes de responsabilité. Donc moi, je sais que c'est pas très très Luis Enrique dans l'idée, mais moi je pense qu'un numéro 9, ça fait du bien. Abdellah, je vais aller vers toi parce que je sais que c'est aussi un de tes j'aime. Toi, c'est plus directement sur Gonzalo Ramos. Attends. Et oui, mais c'est mon j'aime, du coup. Donc je trouve ça inadmissible. Écoute, oui, Ramos, retour depuis 3 mois, 3 matchs, quinzaine de jours. Il arrive à te pondre une prestation plutôt correcte. Très agréablement surpris par son match. La connexion avec Barcola, c'est pas encore trop ça. Il va falloir des automatismes, je pense. Mais comme tu le disais à l'instant, ça, il crée d'autres il y a d'autres connexions vis-à-vis de ses partenaires qui sont autour de lui. Et ça, c'est plutôt positif. Enfin, un neuf au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps. Enfin, on l'a vu même Ramos l'année dernière. Quand il était là avant qu'il soit blessé, il jouait pas tout le temps non plus. Non, c'est clair. Il a mis du temps à l'incorporer. Voilà, avec Luis Enrique, on va rester prudent malgré tout. Il y avait quand même une variable importante l'année dernière. Oui, il y avait un mec qui portait le numéro 7 qui faisait en sorte qui conditionnait beaucoup de choses sur l'équilibre tactique de l'équipe. Tu as entièrement raison, il a tout conditionné. Il n'est plus là. Mais depuis le retour de Ramos, là, effectivement, c'est une flèche en plus dans le système mis en place, enfin dans les systèmes, puisqu'on va parler de plusieurs systèmes mis en place par Luis Enrique. Et j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. Il ne rechigne pas à la tâche. Il court énormément, surtout dans la surface de réparation. C'est pas un Cavani qui va revenir. Il le fait quand même de temps en temps. Il le fait de temps en temps, mais faut que les autres joueurs qui sont autour de lui apprennent de lui, apprennent de ses déplacements, et tu l'as vu hier. Franchement, il a tout donné sur 70 minutes. Il a joué
les 3 premiers matchs. Enfin, c'est son 4e match. Voilà. Il était rentré contre le Bayern. Il a joué 90 contre Nantes et il a fait 1 heure, je crois, contre Auxerre. Et là, 70 hier. Pour moi, il a beaucoup joué. Voilà, il a sorti la 70 hier. Je me souviens plus. Encore une fois, très positif. Je suis vraiment content qu'il soit de retour. Mathieu, sur le but. Alors, il y a son raté aussi avant. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que, bon, un attaquant, ça peut aussi rater des trucs. Mais le but qu'il met, est-ce que tu le vois aussi comme un but de pur neuf, en fait, le mec qui jette, quoi? Il a un vrai travail de la cheville vers l'intérieur et qui rabat là comme une petite palette de crosse de hockey pour faire plaisir à Bruno, qui est un geste pas facile, alors qu'en plus il avait raté un truc immanquable 10 minutes avant où ça avait sans doute rajouté un peu de poids sur ses épaules, parce que lui il était à la recherche d'un but cette saison, il n'a toujours pas marqué. Et puis ça rajoutait un plus au collectif où tu avais l'impression que les mecs ils étaient maudits, parce qu'on fait un excellent début de match, mais tu mets du temps à trouver la faille. Tu te dis putain, ça va être encore une soirée où le gardien adverse il va briller. Mais moi, ce que j'aime aussi dans le fait d'avoir un vrai neuf, c'est que tu animes ton équipe différemment. Là, on a vu des choses qu'on voyait pas, c'est-à-dire des centres aériens pour un mec qui est capable de mettre sa tête. Donc tu rajoutes des dangers différents, où avant peut-être qu'on avait un jeu extrêmement stéréotypé, qui était plutôt dans les petits espaces, au sol. Là, on rajoute, je trouve, des choses un peu différentes, et du coup, ça nous rend plus difficile à défendre. Et je trouve ça bien. Maintenant, il faudrait qu'il enchaîne et qu'il soit performant. S'il pouvait marquer dimanche, mercredi, tu vois, ça nous ferait du bien. Et ça pourrait être pas mal, oui. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est un joueur qui est capable d'avoir un plafond extrêmement haut. C'est un joueur sur lequel j'ai encore pas mal de réserves. Mais après, c'est un jeune joueur, hein, et puis il n'a pas encore fait une saison complète au club dans des dispositions idéales. Mais en tout cas, je trouve ça bien et cohérent de jouer avec un attaquant au poste d'attaquant. Bon. Surtout que mentalement, comme je le disais, il se loupe totalement dans un contexte de spirale négative. Tu veux dire sur l'action avant sur l'action, il se loupe totalement. Spirale négative. T'imagines le truc, ses partenaires qui voient ça, ils se disent bon attends, on peut tous plonger. Personne ne marquera. Non, personne ne marquera. C'est ce que je me suis dit, tu vois, en voyant l'action. Tiens, il se loupe et on ne marquera jamais. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voyait en premier. Et là, il marque à la 30e derrière, et comme un grand soulagement, un soupir géant. Ça fait du bien. Enfin, la preuve qu'il a du mental, ce gamin. Gonzalo Ramos qui fait partie donc des j'aime. On va partir sur un j'aime pas. Tiens, Abdella, ton j'aime pas. Moi, j'aime que les j'aime pas. Écoute, ça peut paraître anodin comme ça, puéril, futile, inepte, dis-moi ce que tu veux. C'est les déclarations d'après-match de notre cher président, Sa Majesté Nasser El-Khelaifi, qui n'a de cesse d'utiliser des superlatifs. Sa Majesté, c'est pas forcément lui. Hein, non, évidemment, je taquine, on s'est compris, mais franchement, l'utilisation des superlatifs à l'endroit de ses coachs, et c'est pas seulement Luis Enrique, c'est tous les coachs qui sont passés récemment au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est le meilleur coach du monde, je ne supporte plus. Alors, c'est quoi, je l'ai le son de Nasser, si tu veux. On l'écoute un petit peu, Nasser, on voit ce qu'il a dit, et après je dirai ce que j'en pense un petit peu aussi. J'ai toujours été confiance, comme je dis. Le coach, on a le meilleur coach au monde. La vérité, on a les joueurs, la qualité de joueurs, on a l'équipe. On joue comme l'équipe aujourd'hui, mais très content aujourd'hui de ce résultat aussi, de la performance de l'équipe. Alors déjà, moi j'aimerais juste revenir. J'en ai ras-le-bol que Nasser descende que quand il y a des victoires. C'est relou. Enfin, il peut sortir. T'es sûr ? Il est pas descendu. J'ai pas de souvenir de. À part, donc il y a eu l'histoire du campus où il avait parlé, etc. Parce que c'était un événement un peu exceptionnel. Mais derrière une victoire, une défaite, c'est rare de voir Nasser descendre et venir parler aux médias. Sauf quand l'équipe est éliminée. Là, il est un petit peu obligé d'aller faire le service après-vente et de trouver toutes les justifications possibles et imaginables. Ceci dit, il a changé son fusil d'épaule de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à l'heure Tuchel, enfin les 6 derniers mois, Tuchel, à titre d'exemple, a été envoyé au charbon tout seul. C'est-à-dire que Tuchel, et vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec Tuchel ? Les 6 derniers mois de Tuchel, c'était le cirque Pinder. C'était n'importe quoi. Il n'y avait plus de DS, il n'y avait plus de président, il n'y avait plus rien. Il était face à la presse pendant 6 mois. Même Galtier, ça a été un peu pareil. Même Galtier, je suis d'accord. Il était envoyé tout seul au feu. Alors,
et on peut lui faire plein de reproches sur un milliard de choses, mais par contre la façon dont il n'a pas été accompagné par sa le direction... directeur sportif était au Celta Vigo, donc bon, c'était un peu compliqué. Oui, et puis il le connaissait pas. Bim. Donc Bim. Non, pour revenir rapidement sur Nasser Al-Khelaifi, c'est vrai que l'utilisation des superlatifs, c'est insupportable. Je ne sais pas si c'est lié à une barrière, si c'est une barrière liée à la langue. Est-ce que parce qu'il parle anglais aussi, parce qu'il le dit en anglais, il le dit aussi en français, je ne sais pas. Je pense qu'il a que ça comme mot en français. Ouais, t'as l'impression que dans son champ lexical les qualificatifs ou des superlatifs liés à un coach, c'est on a le meilleur coach du monde. Non, tu pourrais nourrir un petit peu ton discours avec d'autres mots, avec un autre vocabulaire, totalement partir sur autre chose. Mais voilà, ça m'agace vachement. C'est quand même révélateur aussi de se dire que c'est souvent une formule que les coachs utilisent pour leurs joueurs, pour leurs stars, pour leurs vedettes, en disant moi dans mon équipe j'ai le meilleur joueur du monde, Salah, Messi, Ronaldo à l'époque. Aujourd'hui, tu peux pas le faire sur les joueurs à Paris. Ah bah non, est-ce que tu n'es pas condamné à le faire sur le coach? Ouais, t'as raison, ça en dit peut-être long sur la qualité de l'effectif. Mathieu, est-ce que tu es un peu comme moi, tu es désabusé à chaque fois que tu vois Nasser arriver en zone mixte? Mais tu as fait une remarque sur X, anciennement Twitter, qui était très pertinente. À chaque fois qu'il part, tu as l'impression que c'est un truc chat GPT, quoi, que ça n'a aucun sens, que c'est presque enfantin, quoi, parce que c'est le 4e meilleur coach du monde qu'on recrute, en fait, quand tu l'écoutes. Il n'y a que Christophe Galtier qui n'a pas eu le droit à se sobriquer. Bon, là, on peut se dire il a eu un peu de mesure. Il se serait vraiment foutu de nous, je pense. Voilà, là, personne n'y aurait cru, mais là, tu as envie de dire... je sais même pas pourquoi il en parle. En fait, on a toujours les meilleurs coachs du monde, les meilleurs centres d'entraînement du monde, les meilleurs supporters du monde et tout. Mec, ce soir, on va être 25e de Ligue des Champions derrière le Feyenoord de Rotterdam. Donc, à un moment donné, soit faut que tu revoies un peu ton jugement de valeur, ou soit ne dis rien et puis viens vraiment quand c'est chaud, pas quand tu as gagné 3-0 contre une équipe de pipe. Il n'y avait pas besoin de venir se présenter à la presse hier, puisque c'était normal ce qui s'est passé hier. Donc, on l'attend plus dans les moments un peu délicats, tu vois, par exemple après l'Atlético, après le match du Bayern, on verra la semaine prochaine comment ça se passe. Donc, qui viennent peut-être, j'allais dire moins parce qu'ils viennent jamais, mais qui viennent plus quand ça chauffe vraiment, quoi. Pas après une victoire 3-0 en Ligue des Champions contre une équipe de pimpins, quoi. Moi j'avais dit, c'était après les déclarations au campus, donc j'avais dit effectivement que c'était un discours de ChatGPT, parce qu'en fait, je pense qu'une intelligence artificielle peut remasteriser un peu tous les discours de Nasser depuis une dizaine d'années et puis sortir un truc global qui se reviendra toujours à être la même chose, un discours type, et le discours type, et il sera là à chaque fois, ça sera à peu près ce qu'on aura, donc. Ceci dit, je termine rapidement avec ça. Le jour où il ne déclarera plus que le coach on a le meilleur coach du monde, il faudra s'inquiéter sur l'avenir du coach. Mathieu, tiens, on va rester avec toi. Un j'aime ou un j'aime pas, vas-y, ce que tu veux. J'ai bien aimé le retour sur le terrain de Lucas Hernandez après sa blessure. C'était en Ligue des Champions, d'ailleurs, je crois que c'était le 1er mai. C'était contre le Borussia Dortmund. Ouais. Sur le but d'ailleurs de Füllkrug. Malheureusement pour lui, c'est pas la première fois qu'il se fait le genou, donc c'est presque une routine pour lui. Mais le revoir sur un match de Ligue des Champions, quand même, il le fait rentrer, je crois, il y a 2-0. Donc le match, il n'est pas totalement gagné. Moi, je me fais une petite frayeur parce que je crois que sur son premier dégagement. Elle n'est pas nette, l'intervention. Il fait une saucisse, il peut mettre un contre son camp. Tu dis, oh là là. Et 2 secondes après, je crois qu'il se fait fumer la tête là, sur une reprise où il met son crâne. Tu dis, il fait une rentrée un peu de barge. Et puis en plus, il y a eu un cambriolage chez lui 4 heures avant. Donc c'était une bonne journée pour lui. Mais ça fait du bien de le revoir sur apte et physique. Ça va ramener un peu plus de concurrence, notamment à gauche où Nuno a l'air d'être un peu seul et s'il se blesse, c'était un peu dépourvu. Et puis ce retour, ça interroge encore plus sur l'état physique de notre ami Presnel Kimpembe, qui lui n'a plus joué depuis février 2023 et ne fait même pas les groupes, et tu as le sentiment qu'il n'est pas encore prêt de jouer. Et ça interroge sur la suite de sa carrière, mais bon, c'est déjà bien d'avoir récupéré Lucas, ça fait du bien. Moi aussi, c'est un des. Alors hier, j'ai fait une remarque comme quoi où je me suis demandé, mais quand même, Lucas Hernandez, donc novembre 2022, pendant le premier match de Coupe du Monde, il se fait le croisé du genou droit. Et il revient, je me rappelle, pour le premier match de prépa avec le PSG, il était déjà là, donc en juillet 2023. Donc tu comptes, ça faisait 7-8 mois d'absence. Ensuite, genou gauche l'année d'après, donc là contre Dortmund. 7 mois plus tard, il revient. C'est un temps de récup qui est hyper rapide, quoi, pour des croisés sur l'un et sur l'autre. Est-ce que c'est inquiétant parce qu'il peut y avoir des potentielles rechutes, ou est-ce que ça montre juste que physiquement, c'est un monstre?
Moi, je trouve ça fascinant, mais après, on peut extrapoler sur les footballeurs en général, de récupérer de blessures aussi lourdes et de pouvoir refaire des efforts de cette intensité-là. Moi, c'est vrai que je suis assez fasciné. Moi, à mon petit niveau, je fais un peu de sport. Je chope une élongation. Voilà, c'est un mois direct, quoi. Donc, de me dire qu'ils ont des ligaments du genou qui sont rompus et que 6-7 mois, ils sont sur le terrain. Mais moi, en fait, je trouve que le retour de Lucas Hernandez, c'est une bonne nouvelle. Le PSG a besoin d'avoir un effectif un peu plus étoffé, on le disait, au sortir de l'été. Le PSG a besoin d'avoir un petit peu plus d'expérience aussi dans son effectif parce que c'est une équipe jeune, ça on l'a suffisamment répété. Et moi, sur ce que disait Mathieu juste avant, c'est-à-dire de le mettre plus ou moins en concurrence avec Nuno Mendes, moi j'en suis pas certain parce que j'ai l'impression qu'en fait son rôle serait plus dans celui d'un Pacho. Nuno Mendes, moi j'ai l'impression que son rôle a longtemps été celui de jouer un peu le troisième défenseur central, mais on a vu dernièrement que Luis Enrique pouvait mettre un milieu dans ce rôle. Donc finalement, est-ce que tu vas jouer avec une vraie défense à 3 ? Puisque si tu l'incorpores... Est-ce qu'on peut pas avoir des compos où il y aurait 5 défenseurs de formation avec Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho et Lucas ? Moi, comme les choses sont en train de tourner, je verrais plus Pacho et Hernandez en concurrence et sur ce rôle de troisième défenseur central, un milieu. Parce que c'est ce qui permet aussi d'avoir, tu vois, quand tu as le ballon, un peu plus de contrôle, un peu plus de densité. Et je me dis que le joueur du côté gauche, je ne sais pas si ça peut être Lucas Hernandez par rapport à son profil. Oui, puisqu'en plus, avec la blessure, Abdallah, c'est vrai qu'on ne va pas lui demander non plus de faire des allers-retours tout le temps. C'est pas ce que fait Nuno. Il a besoin de ce que fait Nuno. Oui. Ce que fait Nuno aujourd'hui. Enfin, mais au-delà des caractéristiques techniques, blabla, c'est surtout du caractère. Enfin, on avait besoin de caractère dans cette équipe, un patron, dans cette équipe de gentils, dans cette équipe d'agneaux, puisque c'est une équipe d'agneaux, enfin c'est une équipe de gentils, enfin tout le monde s'accorde là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. Mais effectivement, il nous manquait un mec de caractère dans ce vestiaire. Il était présent, évidemment. Mais là, davantage sur le terrain, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Par rapport à ce que tu dis sur la défense, est-ce qu'il va remplacer Nuno ? Ça, on n'en sait rien du tout. Avec Luis Enrique, vous en savez quelque chose ? Non, on n'en sait rien. Moi, je vous pose la question. Quelqu'un sait ce que va mettre en place Luis Enrique dans 2 semaines ? Mais comme les hypothèses sont nombreuses, autant essayer de les énumérer. On pourrait en énumérer une vingtaine. Sachant qu'il a déjà joué latéral droit. Mais dis-moi, il a fini la deuxième période latéral droit la saison passée. On peut faire un catalogue de toutes les hypothèses que pourrait mettre en place Luis Enrique sur les 5 prochains mois. Hernandez pourrait terminer faux neuf. Donc voilà, j'exagère un petit peu, mais effectivement, ça peut poser effectivement la question du placement de Nuno à terme. Et du départ de Skriniar éventuel et de la remise en cause de sa défense. Oui, bien sûr. Aujourd'hui. Bon, après, il faudrait un central droitier en plus, quoi. Exactement. Tidiani, tiens, il nous manque ton petit j'aime pas, et puis après, on aura le j'aime pas de Mathieu pour terminer. Écoute, moi, je n'ai pas aimé, ou tout du moins, je n'ai pas compris l'attitude des Parisiens au retour des vestiaires sur le match d'hier. Parce que entre la 45e globalement et le but libérateur de Nuno Mendes, il n'y a pas un tir. Et on a un PSG qui finalement rentre dans une espèce de je vais pas dire de possession défensive, mais tu sens qu'ils sont plus dans une volonté de contrôle que de vouloir enfoncer un adversaire qui, on l'a dit, on est unanime, n'est quand même pas un monstre européen. Ah non, c'était faible. Hein. Voilà, donc en fait, autant moi me dire que dans un match où tu mènes, où tu as de l'enjeu, tu vas préférer protéger ton avantage plutôt que de vouloir faire le break à tout prix. Face à une équipe d'un standing supérieur, j'aurais très bien pu le comprendre. Mais là, face à Salzbourg, je suis désolé, pour moi, c'est très éloquent en fait sur ce fameux complexe, cette stérilité face au but. Je pense que le PSG en ce moment se sent pas suffisamment fort devant les cages, quand bien même il est infiniment supérieur à son adversaire, pour se dire qu'ils vont aller marquer un deuxième but plutôt que d'en prendre un. Donc moi, je trouve que c'est assez éloquent sur les faiblesses du moment. Mathieu, en première période, donc il peut y avoir 3-0. Bon, il n'y a que 1-0. Est-ce que avant le deuxième but, tu l'avais un peu en travers de la gorge, là, qu'il n'y ait que ce score-là ? J'avais le sentiment, comme il l'a dit, qu'on jouait vraiment petit bras, frein à main. Il y avait une sorte à la fois une crainte offensive et puis aussi une crainte défensive. Je ne sens pas une équipe extrêmement sûre d'elle défensivement, notamment dans les transitions défensives où hier, si tu es face à une équipe qui est un poil plus maligne et plus talentueuse, il y a certaines pertes de balles que tu peux payer un peu plus cher.
Et on l'a vu récemment, tu vois, contre Nantes, où tu as une sortie de balle, tu te fais crucifier. Donc tu sens le aussi PSG, ça avait été ça aussi. Hein. Ouais, voilà, tu sens vraiment une équipe qui a peur sur le moindre petit temps faible, le moindre corner concédé, qu'il n'y a pas une vraie sérénité, un truc qui se dégage. Donc, est-ce que le meilleur moyen de défendre, c'est de garder la balle? Mais c'est vrai que cette grosse demi-heure à la sortie des vestiaires, elle est un peu inquiétante dans le sens où parce que je pense pas qu'on va réussir souvent jouer une équipe plus faible que celle-là. Mais par exemple, à Stuttgart, ça dépendra aussi du sort de Stuttgart, s'ils sont déjà éliminés. Mais par exemple, City, tu peux pas te permettre d'avoir un semi-contrôle comme ça et d'être apeuré. Il faut vraiment, à un moment donné, aller un peu mettre du rythme, aller à l'assaut et puis être un peu plus courageux. Et c'est une équipe qui est pas très courageuse, finalement. Stuttgart, juste un point de vue classement, Stuttgart, ils sont 26e actuellement. Ils jouent les Young Boys qui sont derniers ce soir. Donc ils peuvent revenir à 7 points s'ils gagnent. Ça sera égalité de points avec nous. Donc il y a peu de chances que Stuttgart soit éliminé au moment où on les joue. Ils vont au moins tenter leur qualification sur ce match-là. Toi, je sais quand ça ronronne, t'aimes pas trop. Hein. Je déteste. Non, mais le constat est très juste. Tu reviens, retour de vestiaire, équipe jeune, inexpérimentée, encore une fois, faut pas l'oublier. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a rien. Enfin, t'as pratiquement rien. Matt disait à l'instant qu'ils y avait ils avaient des opportunités en face, ils en ont eu 3. Avec d'autres joueurs d'un autre calibre, ils auraient pu nous faire mal. Mais on a joué contre une des deux, c'est limite, c'était catastrophique. Des deux européennes. Je crois que j'ai rarement vu une équipe aussi faible, on y reviendra. Mais ce qui la chose positive, parce qu'il y a quand même des choses positives à retirer de ce match, j'ai l'impression qu'on est Saint-Germain, on est tous dégoûtés, on tire la tronche, il n'y a que des groupies autour de la table. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Luis Enrique, en fait, a fait son premier changement à la 66e. C'est Doué, je crois, le premier changement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Doué. Et jusqu'au premier changement, là, ça a commencé à repartir un petit peu. Mais c'est vrai que tu as eu ce temps. Mais le temps là que vous décrivez, ces 15-20 minutes où ça ronronne, en fait, c'est des temps morts ou c'est des temps faibles qu'on retrouve aussi durant le match, durant pas mal de matchs du Paris Saint-Germain. C'est où ça tourne en rond, ça ronronne, il n'y a pas de prise de risque, ça tricote. Je pourrais citer 2-3 jours, on en reparlera peut-être. Vitinha qui tricote, il n'y a aucune prise de risque, ça ne va pas vers l'avant, il n'y a pas de. Tu vois. Et c'est vrai que c'est ce qui nous énerve, c'est ce qui nous ennuie en fait avec le jeu de Luis Enrique. Je sais que t'aimes pas que. Non, c'est pas ça. Mais je défends rien moi. Non, mais c'est chiant. Okay. Non, mais c'est chiant. Pour quelle raison c'est chiant? J'en sais rien du tout. Parce que inexpérimenté, trop jeune, pas de prise de risque. Est-ce que c'est des consignes de Luis Enrique? Ils avaient peut-être un peu la trouille aussi. Oui, moi, je pense que t'avais aussi ce côté trouillard. Puisque tout à l'heure, tu as évoqué l'apport de Lucas Hernandez sur l'aspect de personnalité. Et on fait souvent en ce moment des reproches au PSG par rapport au manque de talent, par rapport aux équipes qu'il y a eu précédemment. Mais hier, tu n'as pas besoin de plus de talent dans ton équipe pour mettre 4 ou 5-0 à Salzbourg. Il faut juste que tu aies un petit peu de courage de te dire, mais en fait, cette équipe, c'est une toute petite équipe. On a eu une demi-douzaine d'occasions en première période, très net. Je crois on sort à 2 de XG à la pause. En fait, la suite naturelle de ce match, c'est que là, dans le quart d'heure qui suit, on l'enfonce, on règle les affaires courantes et derrière, ça se passe bien. Et là, tu restes un petit peu dans cette zone grise pendant 25 minutes où... les transitions, il les gère mal, mais il en suffit d'une, quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que t'en fais des 20 minutes que t'as acheté à faire de la possession au lieu de vouloir crucifier l'adversaire? Moi, c'est ça, c'est le côté impitoyable qui manque à cette équipe. Le talent, on pourra toujours dire difficile aujourd'hui, l'attractivité, etc. Peut-être dans 2 ans, cette équipe. Mais moi, c'est plus, faut redevenir impitoyable. C'est ça, les gros en Europe aussi. Mathieu, on va terminer avec toi. Ton j'aime pas. Ça va un peu avec ce qu'on vient de dire. Tu vois, j'ai pas trop aimé le match de Lee. Je trouve que c'est typiquement le joueur un peu scolaire, pas froussard, mais qui prend pas beaucoup d'initiative. T'as l'impression qu'il a une palette de jeu qui est assez réduite, qui fait un peu souvent la même chose. C'est un joueur que j'ai du mal à comprendre. Je sais pas trop quel est son poste, j'arrive pas à voir ce qu'il apporte. Même si sur le 3e but, il est là, il met du liant et sur certaines phases arrêtées, il apporte quelque chose. Mais je trouve que c'est vraiment trop limité, trop scolaire et je trouve que ça résume un peu ce qu'est le PSG offensivement, quoi. C'est un mec qui a quand même quelque chose de plus que les autres.
qui est un diamant à polir, qui est jeune, mais il est trop gentil et il fait jamais mal. Donc en Ligue des Champions, ça, tu peux pas avoir des mecs comme ça. En Ligue des Champions, faut un chacal, quoi. Faut si tu dois en mettre 8, t'en mets 8, hein, tu t'en fous. Hein. Si derrière les mecs ils pleurent, ils perdent leur boulot, c'est pas ton problème, quoi. L'impression que ça donne, Abdellah, c'est que effectivement en Ligue 1. Je savais que tu allais parler de Lee. Ouais. Je suis le seul à avoir défendu Lee sur ce plateau. C'est vrai. Mais c'est pour ça que tu Non, t'es pas le seul, remarque. Hein. C'est vrai. Ouais. Non, t'es pas le seul. Mais je sais pas, j'ai l'impression que oui, en Ligue 1, il peut y avoir avec son pied qui est assez précis, il peut y avoir des ouvertures, etc. Mais j'ai l'impression qu'en Ligue des Champions, même face à des équipes faibles comme c'est Salzbourg, il manque un truc, quoi. Bien sûr qu'il manque un truc. Il m'a déçu hier. Il m'a beaucoup déçu. Déjà, il joue à droite. Ouais. C'est pas son. Officiellement. Non, c'est pas son poste de prédilection. C'est quoi son poste ? Il était faux neuf contre Arsenal. Merci. Déjà, faut rappeler en fait. Attention, je ne suis pas l'avocat de Lee. J'estime que c'est pas un grand joueur, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est un joueur correct, c'est un joueur moyen plus. Allez, c'est un joueur moyen plus. Dans l'idéal, je dirais pas dans l'idéal, mais dans ce que recherche Luis Enrique. Joueur techniquement très bon dans les petits espaces, dédoublement de passes, tu vois, qui bouge pas mal entre les lignes. Justement, il recherche des joueurs polyvalents, QI foot. D'ailleurs, polyvalent, tu l'as dit à l'instant. Voilà, il a joué en faux neuf, il a joué à gauche, il a collé la ligne, à droite. Il a joué un peu partout. Et effectivement, hier, pour parler du match d'hier, voilà, il a été très scolaire, comme le disait Matt. Les triangles avec Hakimi, plutôt pas mal, mais voilà, ça manque encore une fois. On pourrait pointer du doigt Lee, mais on pourrait en pointer du doigt pas mal de joueurs dans cet effectif. C'est-à-dire manque de courage. Au même titre que Vitinha, au même titre que Ruiz, au même titre que Barcola à certains moments. Voilà, tu vois, on défonce un peu Lee. Je trouve ça un tout petit peu injuste dans la mesure où c'est pas le seul. C'est pas le seul. Attention, je ne dis pas. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. C'est pas un foudre de guerre. C'est un joueur moyen plus. Mais voilà, en Ligue 1 ça passe, mais en Ligue des Champions effectivement. On est limite. Tidiane, je sais que tu es d'accord un peu avec moi sur le plafond de verre Ligue des Champions pour Lee. En tout cas pour l'instant, parce que moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Abdellah. Je trouve que c'est vraiment un joueur témoin du football de Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il est relativement propre sur la qualité de passe, sur la qualité de contrôle. Il se déplace plutôt intelligemment, je pense aussi. Je pense que c'est aussi un joueur qui rend service à l'idée tactique du coach parce que il est plutôt utilisé dans la ligne des 3 de devant, mais il a aussi un rôle un peu implicite de 4e milieu, donc qu'il soit faux neuf ou à droite, il vient apporter cette densité qui permet d'avoir le fameux sacro-saint contrôle voulu par Luis Enrique. Maintenant, moi là où je suis aussi d'accord, c'est que à un moment donné, trop propre. Et il faut que tu aies un peu plus de prise de risque dans ton jeu. Et moi, si je dois lui faire un reproche principal, c'est qu'il ne fait pas assez avancer le jeu de l'équipe. Il va toucher le ballon, il va avoir du mouvement, il va avoir de la disponibilité. Qu'il percutait plus avant, qu'il percutait un petit peu plus avec la balle. Là maintenant, c'est. Ouais, et puis quand je dis faire avancer le ballon, ça peut être par la passe, ça peut être par le dribble. Moi, je vois beaucoup de passes latérales, je vois beaucoup de courses latérales également. Donc, à un moment, il faut que tu apportes peut-être une prise de risque supplémentaire pour que tu aies une vraie plus-value dans le jeu. Parce que moi, je pense qu'il peut progresser, ce mec. Bon. Je dis pas que ce sera un crack. Oui, ça va pas devenir le meilleur joueur de l'équipe, mais dans un PSG qui se reconstruit avec une vocation de jouer un football de maîtrise technique et collective, ce mec-là, il peut être dans une rotation de 15-16 joueurs sans problème. Ah oui. Mais il faut qu'il apporte. Je trouve qu'il faut qu'il fasse plus avancer le jeu de l'équipe, quoi. Kangin Lee, donc, qui était le dernier j'aime pas sur ce match de Salzbourg. On va passer au premier débat de la journée. D'abord, celui donc sur Achraf Hakimi. Achraf Hakimi n'a pas été élu meilleur joueur du match hier par l'UEFA. Oh, sans blague. Ouais, non, l'UEFA a choisi Barcola. Alors, les choix de l'UEFA sont quand même troublants. Mais je trouve ça un peu bizarre parce que normalement, il regarde un peu la ligne. La colonne de stats, là, il regarde qui a marqué, qui a pas marqué, et s'il y a pas de buteur qui sort du lot, qui a fait des passes décisives. Et hier, Achraf Hakimi, il fait 2 passes décisives, quoi. Et personne ne fait plus, personne n'est plus décisif que lui. Si, Désiré Doué fait un but, une passe D hier. Mais bon, voilà. Bon, bref. Hier, il fait encore un grand match, Achraf Hakimi. Et la question, ça va être de savoir si c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Mathieu, est-ce que pour toi, c'est la satisfaction, des satisfactions depuis le début de l'année?
Oui, il fait quand même une saison assez remarquable, même s'il a toujours des défauts. Hein. Voilà, je trouve qu'il a un déficit technique dans le dernier geste qui est assez hallucinant parfois, même si hier il fait une super passe pour Odoué, mais je trouve que dans sa palette de centre, il y a quand même beaucoup de déchets, de mauvais choix. Et c'est pas un immense défenseur, mais il a un coffre tel qu'il est indispensable à cette équipe. Et puis, je trouve qu'il a pris une forme d'assurance. Il a peut-être le départ d'Mbappé, il a libéré une sorte de place, d'importance dans l'équipe. Et on le sent vraiment impliqué dans le projet. Et je trouve qu'il fait vraiment du bien. Il a toutes les qualités modernes du latéral, donc il fait du bien. Et peut-être le meilleur joueur de l'équipe parce que il n'y a pas vraiment de joueurs qui se dégagent au final à côté sur la durée. Barcola a commencé très fort, mais ça fait quand même 2 mois qu'il est dans le dur. Il y a peut-être Pacho qui est assez régulier, mais il est moins clinquant. Mais c'est vrai que pour l'instant, Achraf, c'est le joueur le plus impactant, on va dire, de l'équipe depuis le début de saison. Ouais, je vous donne les statistiques d'Achraf Hakimi. C'est 2 buts, 4 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1 et 1 but et 2 passes D en Ligue des Champions. C'est le joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions. Abdellah. J'aime quand tu me regardes comme ça. Ouais, avec le regard suave. Oh, mais c'est incroyable. Je sais que tu vas dire du bien en plus d'Achraf Hakimi. Ça me trouble. J'en suis pas certain. Ah bon ? Non, je plaisante. C'est le meilleur joueur du PSG cette saison ou pas ? Évidemment. Compliqué, on est à mi-saison. Non, à l'heure actuelle, là, on bien sûr. Là, tu me poses la question. Au 11 décembre, effectivement, oui, tu me poses la question. C'est le meilleur joueur. C'est troublant aussi de dire que ton latéral est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Enfin. Voilà, je pose ça comme ça. Après, latéral, un latéral, c'est d'où c'est. D'ailleurs, on lui avait posé la question en conférence de presse, il avait très mal pris, il avait répondu effectivement, t'as rien compris, c'est un attaquant. Mais effectivement, 130 ballons touchés hier. 130 plus de 130 ballons touchés, ce qui est énorme pour un latéral. En fait, moi, si tu me poses la question de savoir si c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, je te réponds oui, à l'affirmative, bien évidemment, comme tout le monde. Il y en a 2-3 qui se distinguent, comme lui, comme Neves, par exemple, tu vois, qui est très... qui a fait une belle arrivée au Paris Saint-Germain. En revanche, je pense que c'est l'un des seuls, aujourd'hui, qui a compris le logiciel Luis Enrique, dès le départ. Tu vois, avec toutes les consignes que met en place Luis Enrique dans sa structure, dans son animation, etc., permutation au milieu de terrain, ses triangles à droite, etc., parce qu'il a dû... c'est l'un des seuls, en fait, à avoir capté, à avoir compris ce que voulait mettre en place Luis Enrique. D'ailleurs, tu le vois, voilà, il a une débauche d'énergie incroyable. Hier, il a fait des 100 mètres, des allers-retours, il en a fait je ne sais combien, et c'est pas la première fois. Tu le vois aussi dans sa façon aussi de jouer, c'est-à-dire à la demande de Luis Enrique, il va vers l'intérieur systématiquement, il comprend le jeu, c'est-à-dire que tu vois, il a un QI foot au-dessus de la moyenne. Maintenant, tu me poses la question de savoir, est-ce que c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ? Oui. Enfin, voilà, après, c'est pas difficile. Est-ce que tu aimerais que ce soit le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ? Est-ce que j'aimerais que ce soit le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ? Ça, c'est oui. C'est autre chose. J'aurais aimé peut-être un milieu créateur, ou j'aurais aimé peut-être un attaquant plus prolifique. Voilà, on peut se poser la question de savoir, si Hakimi est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça dit du Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce que ça dit du Paris Saint-Germain, effectivement. Tidiane, est-ce que Hakimi est le seul joueur du Paris Saint-Germain qui peut se targuer d'être dans les meilleurs au monde à son poste ? Très probablement. Oui, je pense qu'on peut le dire. En plus, c'est un poste qu'on avait décrit comme sinistré il y a quelques mois, quelques années encore. Mais oui, il fait partie des tout meilleurs. Moi, je trouve que ce que dit Abdellah est très vrai. Aujourd'hui, la palette d'Achraf Hakimi s'est énormément étoffée. On le suivait dans les clubs précédents, que ce soit Dortmund et l'Inter. C'était un formidable contre-attaquant. C'était un joueur qui était capable d'avaler les espaces, qui était capable de faire beaucoup de passes décisives notamment, mais il n'était pas forcément toujours connecté au reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faisait sa partition sur son aile, il pouvait être destructeur, mais je ne le voyais pas, moi, comme un joueur d'équipe nécessairement. Et là, ça a changé, là, ça évolue. D'ailleurs, il y a un entretien qu'il a donné sur la chaîne du club il y a quelques jours où il admet sans aucun problème que Luis Enrique est un coach qui lui permet d'apprendre beaucoup, de progresser. Et ça se voit parce que dans le jeu associatif, il est meilleur, parce qu'il a aujourd'hui un rôle qui est pas celui d'un simple latéral droit. Donc, moi, je pense que depuis le début de saison,
c'est le joueur qui est le plus régulièrement proche de son meilleur niveau. Mathieu, ce qui est intéressant avec Hakimi, c'est que à chaque fois qu'on parle des axes forts du Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'il y a toujours le côté droit qui revient. L'année dernière, on parlait énormément de la doublette Hakimi-Dembélé. Là, cette année, c'est toujours aussi un peu le côté droit par rapport à Hakimi, par rapport à Nuno Mendes qui a mis du temps dans la saison à avoir des libertés offensives. C'est un joueur clé du système offensif de cette équipe. De par son volume de course et de jeu, quand tu vois le but de la 85e où il est au départ et quasiment à la conclusion avec une vélocité incroyable, tu sais que c'est un joueur qui peut répéter les efforts et dans le football moderne, quand tu es capable de répéter les efforts à haute intensité comme ça, déjà, tu es forcément brillant ou important. Et lui, je suis d'accord aussi, il a vraiment progressé tactiquement, intellectuellement. Il comprend peut-être plus ce qu'on attend de lui et il se sent peut-être aussi plus valorisé. Et j'ai le sentiment qu'il prend aussi plus de plaisir dans ce qu'il fait. Il y a un vrai plaisir, il essaye des choses. Donc c'est bien. Après, est-ce que sa prolongation, ça d'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi lui, comme Luis Enrique, on fait des prolongations, on les annonce à personne, comme si c'était grave. Enfin, je trouve ça un peu secret. Moi, je vais trahir un peu les échos parce que je sais qu'il y a des gens. Moi, je sors pas d'informations, mais bon, donc je m'en fous. Mais de ce que j'ai compris, c'est que tout est fait. Il manque juste le go de Nasser pour dire la com, c'est bon, envoyez tout. Voilà. Mais ils attendent le go de Nasser. En fait, c'est une question de timing surtout. Ouais, mais timing de quoi ? C'est une question de timing parce que là, tu sais que tu es un peu fragilisé en Ligue des Champions, à quel moment, etc. Oui, effectivement. Il y a aussi Arsenal et peut-être qu'on en reparlera une autre émission. Il y a aussi la prolongation, oui ou non, de Luis Campos, Luis Enrique. Est-ce qu'on les annonce tu vois ce que je veux dire ? Il y a tout ça qui entre en compte. Juste revenir sur ce que disait Matt. Il a dit un mot important. T'as vu, Matt ? Oui, tu l'écoutes. C'est bien. On t'écoute, Matt. Et il a parlé de valorisation. Et effectivement, c'est un joueur qui a été valorisé par le coach, valorisé par le revalorisé ou valorisé, tu vois ce que je veux dire, depuis le départ de Kylian. On sait qu'ils sont comme les deux doigts de la main, encore aujourd'hui d'une certaine manière. On savait pas trop où il allait aller. Il a été convoité par certains clubs, notamment le Real Madrid. On pensait tous que, et à l'issue de la finale de la Coupe de France, de la dernière Coupe de France, le club a beaucoup parlé avec lui et on lui a fait comprendre que ce serait un cadre important de l'équipe. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont valorisé, qu'ils l'ont mis en avant en lui disant nous on a besoin de toi. On a besoin de toi, continue avec nous, tu es un cadre du vestiaire. Il est temps pour toi de prendre tes responsabilités, ce qu'il a fait, ce qu'il a admirablement bien fait depuis le début de saison. Ouais. Il y a un nombre de... Aujourd'hui, Hakimi a joué 138 matchs avec le Paris Saint-Germain. Ouais. C'est plus que ce qu'il a joué avec ses 3 autres clubs. Donc, dans cette relation affective et dans cette responsabilisation qui va un peu aussi avec l'ancienneté, on le sait dans les grands clubs, on l'a vu porter le brassard aussi, me semble. Bien sûr, il fait partie des vice-capitaines. Donc je pense que tout ça est lié. Et pour refaire un dernier alinéa sur l'apport de Luis Enrique et la façon dont il est valorisé tactiquement, je vous renvoie à un souvenir pas si lointain où on avait devant 3 attaquants et notamment un numéro 10 argentin génial qui voyait débouler sur sa droite le TGV Hakimi à longueur de match et le pauvre Hakimi était servi une fois sur 10. Donc encore une fois, les joueurs ont des qualités, ont des profils, mais il y a aussi ce qu'est leur utilisation et la façon dont ils sont optimisés par des animations. Et je trouve qu'Hakimi, effectivement, il est aussi un peu l'illustration de ça. Il avait très bien répondu en interview, justement, par rapport aux très peu de passes qu'il recevait de la part soit de Messi, soit de Di Maria, etc. à l'époque. Il était très juste et très intelligent à ce moment-là. Achraf Hakimi, donc oui, tu avais raison de rappeler qu'on pouvait prendre pour acquis le fait que le Real Madrid, c'est le club où il est formé. Il y a son meilleur pote qui décide de partir là-bas. Il est né à côté de Madrid. Il est né juste à côté de Madrid. Ils ont en plus Carvajal qui s'est pété pendant la saison, mais ils n'ont pas vraiment de solution derrière lui, donc ça aurait pu être la relève par la suite. Non, finalement, Achraf Hakimi va prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Et il est en course pour le Ballon d'Or africain. Ouais, c'est pas fait encore. C'est pas encore fait, non. Part de loin quand même. Ah bon ? Il y a Guirassy. T'as Guirassy devant peut-être. Il y a les Ivoiriens aussi, parce qu'il y a la CAN qui a été. Il y a Ademola Lookman aussi. Ouais, et il y a Salah, le début de saison de Salah aussi. Après ça, ça peut être pas mal. Voilà pour le débat sur Achraf Hakimi. On va faire une petite pause et on va revenir pour parler de Désiré Doué et puis ensuite des matchs qui nous attendent, les 3 derniers matchs de 2024. À tout de suite. Bientôt, votre radio change de nom. Salut, c'est Eric Rabessan-Ratana.
ancien capitaine du Paris Saint-Germain et supporter du PSG. Vous êtes fier de tout ce qui se fait ici, à Paris, en Ile-de-France ? Alors vous êtes comme moi, un fidèle de France Bleu Paris. Et demain, on écoutera donc ici Paris Ile-de-France, la radio locale de tous les Parisiens et de tous les Franciliens. En 2025, France Bleu Paris devient ici Paris Ile-de-France. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune avec Mathieu Faure, Abdellah Boulma et Tidiane Mbo. On va parler de Désiré Doué. J'ai fait exprès de vous le garder, Désiré Doué, dans vos j'aime pas. Vous m'en avez pas parlé, vous avez été studieux, merci à vous. Parce que Désiré Doué, hier, fait une entrée, il joue une trentaine de minutes. Il fait un but, une passe décisive. Voilà, la question qu'on va se poser, c'est de savoir s'il a véritablement démarré son aventure parisienne hier soir. Juste avant, on va l'écouter un petit peu, Désiré Doué. Il s'exprimait en zone mixte après la rencontre. C'est un des joueurs qui vient le plus souvent en zone mixte. Il parle très bien, Désiré Doué. Et donc, il s'est exprimé sur sa performance et aussi sur l'équipe. Ouais, on est très content parce qu'on a abordé ce match avec un très bon état d'esprit. L'objectif, forcément, c'était de gagner. Il n'y avait pas le choix, donc on est très content. On a les 3 points, on a le résultat qui va avec et on a fait un très bon match, donc très content. Et surtout que l'objectif de l'équipe, c'est de performer. Moi aussi, quand je rentre sur le terrain, quand j'ai l'occasion de jouer, c'est d'aider mes coéquipiers, que ce soit dans le jeu ou comme ce soir, j'ai pu le faire en étant décisif, donc on est très content. Ouais, il s'exprime super bien. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu en zone mixte, c'était après le match face à Montpellier, le 6-0. Il était venu et il avait fait un truc, tu te dis, mais en fait, c'est l'école Mbappé. Mais l'école Mbappé jeune, tu vois, où le mot il sort très facilement, on comprend très bien où il veut en venir, etc. Il est très habile en communication, Désiré Doué. Tidiane, est-ce que pour toi, c'est le véritable début de son aventure parisienne hier avec ce but plein de sérénité? Le 3e but, collectivement, il est magnifique et puis la finition, elle est tout aussi belle. Ouais, non, ça va lui faire du bien. Maintenant, même si c'est très tentant de dire oui, moi je vais te dire non, mais par principe, parce que moi je suis pas toujours d'accord avec l'idée que l'aventure d'un joueur démarre quand ça marche bien. Je pense que les difficultés d'adaptation, le temps d'adaptation, tout ça pour moi fait partie de l'aventure d'un joueur. On cite souvent l'exemple Benzema au Real Madrid. Pour moi, les moments où Benzema est en difficulté, où il est mis dans les cordes par son entraîneur, pour moi, tout ça, ça fait partie de son histoire et ça construit son aventure. Donc, parler de déclic, oui, ça peut être un déclic parce qu'il est buteur et surtout, il est acteur dans un temps fort de la saison du Paris Saint-Germain parce que c'était un match quand même très très important. Donc, ça peut clairement lui servir de déclic. Le décomplexer, c'est un joueur qui a énormément de talent, hein. Il y avait quand même du monde sur les rangs cet été. Maintenant, dire que son aventure commence là, je trouverais que ce serait un petit peu être pas totalement. C'est un peu facile. Ouais, je trouve ça un petit peu facile. Mathieu, hier, ce qu'on a vu, mine de rien, c'est que avant son but sur la passe décisive qu'il fait pour Nuno Mendes, la joie qu'il a, il commence à haranguer la foule, etc. On sent qu'il y avait une forme de libération derrière ça. Puis cette bonne rentrée, elle vient aussi après plusieurs autres bonnes rentrées où il était plutôt dans un temps intéressant au PSG, ce qui n'était pas le cas. C'est un joueur, Luis Enrique le rappelle à longueur de conférence de presse, qui a 19 ans, qui arrivait avec un transfert de 50 millions d'euros, avec beaucoup de concurrence. On a parlé de son transfert pendant de nombreuses semaines dans la presse. Donc, c'est la première fois qu'il quittait son club formateur. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est pas facile à gérer, encore plus au PSG où tout est plus compliqué, tout est hystérique. Et ouais, je suis d'accord aussi. Je pense pas que ça va lancer vraiment sa saison. Ça fait partie de son apprentissage. Quand tu galères, c'est bien aussi, hein. On se rappelle, Vitinha, il a galéré au début. Rai, il a galéré au début. C'est un club tellement particulier que le premier contact est jamais définitif. Donc maintenant, c'est à lui de profiter de ce bon moment pour engranger. Peut-être essayer d'aller gratter une titularisation intéressante en Ligue 1, ce qu'il n'a pas encore fait. Enfin, vraiment un match plus impactant. Là, il était dans un rôle de remplaçant. Mais la saison, elle va être longue. Pour moi, c'est une saison d'apprentissage pour lui. Il s'y découvre le club, il découvre comment ça fonctionne. Le coach le découvre. C'est un joueur aussi qui n'a pas un rôle ou une position très définie. Il est polyvalent.
Donc voilà, faut qu'il apprenne et ça fait partie de la route, quoi. Hier, Abdellah, c'est plutôt dans un rôle de faux neuf qu'il est utilisé par il avait déjà joué. Il rentre dans l'axe, effectivement, il avait déjà joué, mais il a aussi joué à droite, il a aussi joué à gauche en remplaçant Barcola. Pas trop au milieu de terrain, pas trop alors que lui, de formation, il est plutôt numéro 10, un joueur plus d'axe. Est-ce que tu estimes que ça joue en sa faveur de pouvoir être positionné là sur ces 3 postes-là, parce qu'au moins il va pouvoir avoir des minutes à chaque fois que Luis Enrique va pouvoir l'utiliser dans un schéma? Ce qui est curieux avec ce joueur, ou même son entourage d'une certaine manière, c'est un joueur très intelligent, il a 19 ans, il vient de Rennes, le PSG c'est le game au-dessus. C'est un autre step, ouais. C'est un autre step, l'environnement, etc., la médiatisation du joueur, 50 millions, ça nous a fait quasi tout le mercato, plusieurs clubs dessus, le Bayern notamment, et des clubs de Première Ligue, et au regard des informations qu'on avait pour ce qui le concerne, ils avaient étudié pas mal de clubs et le PSG était le club qui lui correspondait davantage. Enfin, au regard de ce que voulait mettre Luis Enrique, c'est-à-dire que le plan de carrière que l'entourage de Désiré Doué a, c'était par rapport au plan qui était proposé, le Bayern, etc., etc. Et on sait sur quels facteurs ils se sont appuyés pour ça. Est-ce que c'était plus tactique? Est-ce que c'était l'environnement? Est-ce que c'était les coéquipiers, le style du coach? C'est un peu tout ça. Ouais. C'est un ensemble de tout ça, et notamment au niveau tactique. C'est ce qui va te correspondre le plus pour apprendre au moins, pour que tu puisses progresser. Même s'il savait effectivement que le Paris Saint-Germain, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est le game au-dessus. Il savait ce serait compliqué. Encore une fois, il a 19 ans et tu as 50 millions à porter sur le dos. Donc c'est 50, je crois. Je me souviens plus. Voilà, très, très compliqué. C'est l'un de ceux, on a fait tous les matchs au Parc des Princes, c'est l'un de ceux qui m'a le plus frustré. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est un joueur qui ne sait que très rarement lâcher. C'est un joueur que j'ai vu, je l'ai vu jouer avec la peur. J'ai vu souvent jouer avec la peur, davantage, omnibulé par ce qu'il allait faire ou par la peur, de la mauvaise passe ou autre. Du respect de la consigne, peut-être. Et déjà du respect de la consigne. Il est plus facile d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, il est plus facile de respecter une consigne quand tu es un jeune joueur plutôt qu'un joueur. C'est même arrivé avec Didier Deschamps en équipe de France. J'ai notamment une petite anecdote concernant Lucas Digne, qui ne respectait qui respectait toutes les consignes de Didier Deschamps sur le terrain. Et à un moment, tu as un international français retraité depuis qui va le voir sur le terrain. C'est une petite anecdote qui m'avait été rapportée par la suite, qui lui dit mais vas-y, prends. Et t'as Digne qui lui répond mais non, je ne prends pas. Le coach m'a dit qu'il fallait pas que je passe la ligne. Et il lui répond écoute, c'est moi qui te le dis, passe la ligne. Vas-y. Tu vois, ça fait un peu écho en fait à tout ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de Luis Enrique aussi. C'est un gamin, il a 19 ans, il se doit de respecter d'une certaine manière les consignes du coach. Et au-delà de ces consignes, tu le sens mais totalement pas. Depuis, hier, son entrée est fantastique, mais tu le voyais dans les matchs qui avaient précédé. C'était pas quelqu'un qui jouait, c'est quelqu'un qui joue contre nature. C'est pas quelqu'un qui joue avec les forces qu'il a habituellement, même au niveau technique, etc. Et je le vois davantage dans l'entrejeu plutôt que sur les côtés, même si encore une fois avec le logiciel Luis Enrique c'est complexe. Est-ce que là tu le vois Tidiane prendre un peu plus pas d'importance parce que il est encore très jeune et donc il doit se trouver déjà un rôle d'abord en super sub et puis après peut-être postuler, mais est-ce que tu penses que le match d'hier peut servir tu disais le mot déclic pour que justement ils prennent plus d'initiative? Oui, parce que il y a le déclic mental et après il y a aussi te trouver une place dans une animation. Moi je pense que tous ces jeunes joueurs, lorsqu'ils sont encore jeunes, c'est un avantage d'avoir cette polyvalence, mais à un moment, quand tu veux t'installer dans une équipe de très haut niveau, il faut trouver un poste, il faut trouver, ou tout du moins un rôle plus précis, parce qu'il faut qu'on sache ce que tu vas apporter à l'équipe et dans quel cadre tes qualités vont servir l'équipe. Doué, c'est plutôt un joueur qui a des facilités avec le ballon, qui est capable de faire avancer le jeu. Contrairement à ce qu'on disait par exemple de Lee tout à l'heure, je trouve qu'il est capable d'avoir de la verticalité à travers des courses. Et c'est pour ça que moi j'aimerais dans l'idéal le voir dans le milieu à 3. Parce que je trouve que les deux Portugais ont une vraie qualité pour faire avancer le jeu par la passe, par l'échange. Ils sont intelligents, donc ils vont être capables de compenser par exemple à la perte. Doué, je me dis, et même dans l'idée qu'on se faisait de ce qu'apportait Zaïre Emery dans ce milieu à 3, pour moi, en fait, ce troisième milieu, c'est le milieu qui fait un petit peu l'attaquant supplémentaire sur les phases offensives. C'est celui qui fait avancer la balle. Donc je me dis,
lui, en fait, il a les qualités pour avoir ce rôle-là. Donc, à droite, je trouve que, je crois que c'est à l'Emirates qu'il avait été utilisé. J'avais pas aimé du tout. Je trouve que voilà, tu sentais qu'il n'était pas à l'aise, il savait pas très bien se situer. Et d'ailleurs, il était passé globalement à travers sa rencontre. Et à gauche, c'est le poste offensif presque le plus impactant de l'équipe. Donc en fait, il faut que tu aies déjà un peu de bouteille et que tu sois capable de faire des différences assez importantes pour qu'on te donne, pour moi, ce poste d'attaquant gauche. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'il soit peut-être un petit peu, peut-être pas installé, mais essayé avec plus de récurrence sur ce poste de troisième milieu. Pour terminer, Mathieu, toi, Doué, son poste, là sur l'échantillon qu'on a vu là depuis qu'il est arrivé, le poste où tu le vois le plus, toi, ça serait où ? Pareil, comme à la place de Warren, qui je trouve, avait des qualités assez bluffantes au début, et là, il est rentré dans quelque chose d'extrêmement scolaire, comme Lee. Et il n'y a pas beaucoup de dépassement de fonction. Il est plus dans voilà, je colmate les brèches, j'essaye de ne pas me faire remarquer, et peut-être c'est plus haut qu'on l'attend, de faire plus de dégâts avec la balle, avec les courses, de vraiment fendre le bloc adverse en deux. Et du coup, il y a peut-être une opportunité là à prendre dans ce milieu à 3 où tu prends la balle. Je trouve c'est une sorte de boule de muscle un peu Doué. Donc il pourrait vraiment te foutre un sacré bordel en secouant, une espèce de box-to-box, mais vraiment basique, quoi. Tu vois, je vais tout droit. Là-bas, c'est un bon dribbleur en plus. Voilà, je casse les lignes adverses, et ça pourrait faire du bien à l'équipe, parce que ça ramènerait une forme d'énergie, de folie qui manque beaucoup. On est beaucoup dans le contrôle, et là, parfois, tu vois, cette espèce de pile électrique, ça pourrait faire du bien à tout le monde, quoi. Peut-être ça réveillerait aussi Warren en plus. Donc à voir. D'avoir de la concurrence. Ouais. C'est vrai que Warren se projetait pas mal avant. Avant, cette année, c'est un peu plus complexe pour lui, est-ce qu'il est scolaire ou non. Voilà, il est rentré un tout petit peu dans le rang d'une certaine manière. Et pour Désiré Doué, c'est l'un des joueurs les plus techniques de l'effectif. Et sur les 20, il peut énormément apporter sur les 20. 20 derniers mètres, il peut énormément apporter. Je croyais en minutes, tu voulais parler. Non, 20 derniers, ou même en minutes si tu veux. Même les 20 derniers mètres, c'est quelqu'un qui peut apporter énormément de par sa qualité technique, et c'est quelqu'un qui apprend aussi très vite. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de confiance. Tu le vois encore une fois. J'ose espérer qu'avec le but qu'il a mis hier, ça va le débloquer un tout petit peu. Mais ça peut être un atout non négligeable. Même tu me disais, tu t'en parlais tout à l'heure, même dans un milieu en pointe haute, parce qu'on manque de milieux créatifs, on en parle tout le temps, ce PSG-là manque de créativité, etc., de prise de risque. Ça peut être ce joueur-là. Voilà, dans le style voulu par Luis Enrique, en pointe haute, d'une certaine manière, parce que c'est un peu compliqué de parler Luis Enrique, d'apporter justement cette touche créative. Dans les offensifs, je pense qu'on se serait pas trop de pouvoir s'appuyer sur des joueurs de petits espaces. Il me semble qu'il peut lui. Voilà, on a des joueurs rapides. D'ailleurs, ce qui fait dire à beaucoup que le PSG serait peut-être meilleur dans un jeu de transition. Ouais. Lui, pour le coup, je pense que dans un jeu de position en attaque placée, il peut, voilà, par son côté déstabilisant, sa qualité de passe, il peut maintenant. Faut qu'il ait la régularité d'un joueur à qui on demande d'être bon tous les 3 jours, et pour le moment, on est quand même obligé de dire qu'on en est loin, quoi. Ouais, mais on parle beaucoup, attention, c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur eux, c'est les thématiques qui le veulent aussi. C'est moi qui choisis. Attention, c'est les thématiques qui sont très bonnes pour le coup, mais c'est vrai qu'on focalise sur les joueurs, mais on parle jamais en fait de la production de ces joueurs sous le prisme de ce que veut mettre en place Luis Enrique. Parce que ok, d'accord, on parle de Désiré Doué, il faut qu'il s'améliore, etc. Il y a une marge de progression, mais est-ce que ce n'est pas non plus ce que met en place Luis Enrique qui bride. On en a parlé plusieurs fois pour certains joueurs. Est-ce que c'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas aussi pour Désiré Doué. Ça a été le cas pour Kolo Muani aussi. On voit Kolo Muani, un tout petit peu disparu des radars. Il joue des miettes à gauche, à droite. Il y en a certains qui arrivent. On a parlé d'Hakimi tout à l'heure, qui arrivent à capter le logiciel Luis Enrique tout de suite. Mais est-ce que ce joueur-là, faut voir sur le terme ce qui va se passer avec Luis Enrique. Est-ce qu'il va pas le brider sur le moyen, voire le long terme ? Est-ce qu'il va bien au contraire est-ce que Luis Enrique est là pour former des joueurs, ou est-ce qu'on est... Je sais pas, je ne sais plus en fait finalement. Tu vois ce que je veux dire ? On verra. Ça dépend. Ça, c'est les résultats plutôt qui vont faire. On fera un premier bilan, effectivement. Voilà. Voilà pour Désiré Doué. Voilà également pour ce qui est le débrief de ce match face à Salzbourg. On a un dernier débat qui porte sur les 3 derniers matchs de cette année civile 2024. Les 3 rendez-vous, je vous les donne. Lyon, dimanche, 20h45 au Parc des Princes. Ça sera un match qui
qui sera bien sûr à suivre sur France Bleu Paris avec Bruno Salomon et Eric Rabessandratana. Puis mercredi 21h, Monaco Paris Saint-Germain. Tiens, est-ce que tu seras au stade, Mathieu, toi, parce que tu es à côté? Non, j'y vais plus depuis que je travaille plus sur l'AS Monaco. Et depuis que j'y vais plus, ils prennent que des roustes en plus. Retourne-y, hein, si tu veux. Hein, tu te fais. En plus, ça doit pas être très cher les billets à Monaco. Hein. Je sais pas si. Non, mais t'es fou. Carte de presse sport. Je vais en tribune de presse. Voilà. Fais-toi accréditer. Va te faire plaisir un peu. Va te faire plaisir un petit peu. J'ai jamais perdu un seul Monaco PSG en 7 ans au service des sports et depuis que je suis parti, ils n'en ont pas gagné. Ouais, vas-y. Pourtant, on en a perdu des Monaco PSG. C'était la bête noire. Ah ouais. Si même des PSG Monaco. Si tu peux aller sur le site de l'UJSF, demander une petite accrète, ça peut le faire. Hein. Ça peut être plutôt pas mal. Et donc ça sera mercredi et le dimanche d'après, le dimanche 22, Racing Club de Lens Paris Saint-Germain pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ce qui fait qu'en fait, on a 3 matchs d'un très très haut niveau parce que jouer à Bollaert en Coupe de France, ça sera pas facile. C'est le match juste avant Noël. Il va falloir être concerné. Lyon, sur les 5 dernières journées, c'est la 2e équipe de Ligue 1. Ils ont le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Monaco, c'est la 2e équipe à domicile de Ligue 1. Il y a que le PSG qui est au-dessus. Donc la question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous attendez véritablement quelque chose là de cette dernière période de l'année 2024. Est-ce que finalement, cet enchaînement-là des 3 matchs en une semaine, parce que ça va faire du dimanche, mercredi, dimanche, ces 3 matchs-là, est-ce qu'au sortir de ces 3 matchs, vous n'allez pas avoir un peu plus de visibilité sur ce que ce Paris Saint-Germain est en capacité de faire cette saison? Tiziani, je vais commencer par toi. Est-ce que j'ai tort de poser cette question-là parce que c'est que 3 matchs de fin d'année? Ou est-ce que non, tu t'y vois un truc qui fait qu'il pourra y avoir de l'importance à vérifier comment on gère cette période-là? Alors non, tu n'as pas tort de poser la question. C'est une période excitante parce que on veut toujours voir le PSG aussi face à un maximum d'adversité. La progression collective passe par là. Moi, je vais quand même relativiser. Pourquoi? Déjà, d'un point de vue comptable, je pense que le PSG a de la marge. Alors ça peut paraître un petit peu contradictoire de dire ça en ce moment parce qu'il reste sur 2 matchs nuls et que mine de rien l'OM s'est un petit peu rapproché. Mais depuis le début de saison, le PSG a 2,42 points par match, ce qui est élevé. Toujours invaincu en Ligue 1. Toujours invaincu. Le PSG l'année dernière a été champion avec 2,23 points de moyenne et en ayant 9 d'avance sur le deuxième. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que même si le PSG venait à sortir de cette période en gagnant pas tous les matchs, pour moi, ça remettrait pas en question la course au titre en Ligue 1 ou quoi que ce soit. Moi, je me laisserai pas avoir par ça. Maintenant, il y a aussi, on pourra avoir aussi une analyse sur le contenu. Est-ce que face à des équipes un peu meilleures, ce PSG est capable de nous donner un meilleur contenu? Et là encore, je vais relativiser. Pourquoi? Parce que la vérité de décembre n'est pas forcément la vérité de février et mars. Et ça, je pense qu'on a regardé suffisamment de matchs du PSG depuis 10, 15, 20 ans pour le savoir. Non, moi, évidemment, je vais regarder tout ça avec beaucoup d'intérêt. Ce Monaco-PSG m'intéresse beaucoup. Le match un peu à la vie à la mort contre Lens dans un stade chaud où on a été en difficulté parfois. J'ai souvenir d'un match le 1er janvier qui s'était pas passé bien du tout il y a quelques saisons. Donc oui, c'est bien. Mais moi, je tirerai aucun constat définitif au sortir de cette période. Je pose aussi cette question, Mathieu, parce que pour la première fois, ça va être inédit, on va avoir un mois de janvier qui est hyper important, puisqu'il y a ces 2 matchs de Ligue des Champions contre Manchester City et contre Stuttgart. Donc on va avoir besoin d'avoir quelques confiance, sérénité avant d'aborder ces rencontres-là. Et puis c'est pas tous les jours que la Ligue 1 nous offre les affiches françaises en tout cas nous offrent des oppositions compliqué à la suite, quoi. Donc est-ce que tu vois toi aussi une manière aussi de marquer le territoire là et de dire bon voilà, on peut montrer à tout le monde que la petite passe mauvaise là, ça y est, c'est terminé? J'y vois surtout un moment de jugement, voir où on en est, quoi. Les 3 matchs, ils sont différents. Voilà, Lyon, ils arrivent dimanche. Bon, déjà, c'est chez toi. Lyon aura joué jeudi en Ligue Europa. Donc déjà, ils jouent à Francfort, là. T'es censé être plus frais. Ils ont un gros match, donc faudra voir. Monaco, il joue ce soir à Arsenal. Je crois qu'il joue contre Reims ce week-end, qui est une équipe extrêmement énergivore. Donc
Faudra voir comment ils sont dans une semaine. Et puis, bon, Lens, c'est différent. C'est un match coup près. Il n'y aura qu'un seul vainqueur à la fin. Donc, moi, ça m'emmerderait un peu de partir en vacances de Noël en ayant été éliminé de la Coupe de France, qui est un titre extrêmement important dans l'histoire du club. Et janvier, tu l'as dit, janvier, il va être extrêmement important parce que tu as le Trophée des Champions qui est un titre. Normalement, en général, c'est le premier titre national de la saison. Donc, si tu reprends ton mois de janvier en ayant, par exemple, étant éliminé en Coupe de France et tu perds aussi le Trophée des Champions, tu es sur une dynamique un peu différente. Et puis après, en janvier, tu as les 2 matchs de Ligue des Champions qui vont sceller ton avenir européen. Donc, je pense que janvier, il se prépare dès maintenant. Et j'ai envie de te dire, presque le match le plus important, c'est Lyon, parce que c'est celui qui ouvre la série. Et si tu négocies bien Lyon, tu seras, quoi qu'il arrive, en tête de la Ligue 1, peu importe ce qui se passe à Monaco, mercredi. Donc c'est important aussi de montrer, de regagner à domicile, de confirmer ce que tu as vu à Salzbourg. Donc c'est vraiment un match surtout pour se montrer à soi-même qu'on a relancé un peu la machine plutôt qu'aux autres. Parce qu'on rappelle qu'on reste sur 2 matchs nuls consécutifs en Ligue 1. Avec un contenu, avec des expected goal à 125. Avec des... non. Et un but marqué. Et un but marqué. Attends, mais tu as vu une stat quand même assez hallucinante tout à l'heure. J'ai vu ça, je l'avais noté. Je ne sais pas si tu as fait ton travail, mon cher Romain. En fait, si tu me dis une stat, c'est un peu compliqué de savoir laquelle dont tu parles. 10e attaque, 26e défense. Non, je me souviens plus. C'est par rapport c'est 3 buts marqués sur je ne sais combien d'occasions en Ligue des... Enfin, depuis le début. En Ligue des Champions. Alors moi, si tu veux, je peux te donner... Sans tir, 3 buts. C'est quoi, Matt ? Sans tir, 3 buts. Sans tir, 3 buts. Punaise. Non, mais celle-là, elle fait mal pour le coup. J'avais même mieux sur les 3 derniers matchs avant la Salzbourg, le Bayern, Nantes et Auxerre, 60 tirs, 1 but. Non, mais c'est quand même troublant. Voilà, mais bon. On est loin du triptyque Lyon-Monaco-Lens. Justement, j'ai pas, c'est pas volontaire de ma part. Non, j'allais y répondre. Il y a une donnée à prendre en compte par rapport à tout ce que mes amis ont dit. C'est effectivement la trêve hivernale, avec éventuellement le mercato qui pourrait, il pourrait y avoir certains ajustements. Il y a peut-être quelques petits changements au sein de cette équipe. Il y en a un qu'on voit plus trop, c'est Skriniar. Il y en a un qu'on ne voit presque plus aussi, c'est Colomboigny. Donc à voir aussi ce qui va se passer avec ces changements-là, qui n'auront pas d'impact direct avec la Ligue des Champions, me semble-t-il. Parce que tu peux pas les en fait les recrues, tu peux pas les incorporer pour la J7 et la J8. Tu pourras les incorporer pour les 16e ou les 8e de finale si on a après, mais pas avant. Après oui, effectivement pour le groupe, je pense que des ajustements, ils y travaillent. Des ajustements de ce type, ça pourrait. Alors typiquement, je te pose la question. Est-ce que, imaginons là sur les 3 matchs, Lyon, Monaco, Lens, ça se passe mal. Ça se passe bien. Gonzalo Ramos met 5 buts sur les 3 matchs. Mais bien évidemment. Est-ce que là, on pourrait, dans une idée, on prend un numéro 9. Gonzalo Ramos met 5 buts sur ces 3 matchs-là. Non, en fait, on n'en prend pas. Mais ton numéro 9, tu le travailles depuis quelques semaines déjà. Enfin, ou ton numéro 9, ou ton ailier gauche, etc. Ça fait plusieurs semaines qu'ils y travaillent déjà. Effectivement, après, la donne peut changer en fonction des apports, en fonction de la production de tes joueurs sur le terrain. Ça, c'est l'histoire du football. Mais quand tu vois les matchs qui arrivent, là, tu disais tout à l'heure, PSG-Lyon, ça a toujours été des matchs avec pas mal de buts, ou même des matchs spectaculaires du côté du Parc des Princes. Et puis Lyon joue bien en ce moment. Il faut dire que Lyon joue bien. Lyon recommence on commence à voir, c'est pas mal Lyon là en ce moment. Monaco aussi, Monaco bête noire, même s'ils sont un peu loupés là encore dernièrement, c'est des matchs très difficiles. Le PSG à Monaco, c'est compliqué. Et puis Lens là-bas, c'est chiant aussi. Et Lens, mais finalement. Même si, ça peut être. Est-ce que ça va jouer sur le calendrier ? Je ne crois pas, parce que j'estime qu'au regard des matchs que j'ai pu observer, tu vois, je veux dire du bien de Luis Enrique depuis le début de l'année, j'estime que ce PSG-là a encore une longueur d'avance par rapport à ses principaux concurrents en Ligue 1. Ce qui se fait en France. Voilà, c'est ce qu'on disait avant le match de l'Olympique de Marseille, même si De Zerbi, tu as fait améliorer un petit peu la donne, c'est beaucoup mieux aussi, etc. Ils arrivent, ils sont à 4-5 points, etc. C'est beaucoup mieux. Mais avant le match PSG-Marseille, je vous rappelle ce qu'on disait, attention, Marseille, etc. Ils vont là-bas, c'est réglé.
c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'estime, encore une fois, que ce Paris Saint-Germain-là, ce PSG de Luis Enrique est en avance par rapport à tous les clubs qu'on va rencontrer. Bon, on verra ce que ça pourra Tu donner. ressortiras la séquence? Ouais, j'en sortirai tout, bien sûr, comme d'habitude. On verra ce que ça donnera. Donc, c'est 3 matchs que vous pourrez bien entendu suivre en intégralité, comme toutes les rencontres sur France Bleu Paris, avec en plus un petit match entre Lens et le Paris Saint-Germain qui sera commenté par moi. Bibi. Bravo Bibi. Ouais. J'aurai à Lens. Il va faire froid, ça va être bien. J'adore aller dans le Nord. C'est sympa, Lens, Bollard. Oui, c'est sympa. C'est mieux quand il fait chaud, mais c'est. C'est 3 ou 4 mois dans l'année, pas plus. Ah ouais. Une chose qui n'a pas été dite, je ne sais pas, Trophée des Champions, c'est à Doha. Oui, c'est à Doha. Donc aller-retour, oui. C'est pas toi qui vas. Non. Mais après aller-retour, ils ont décidé de faire une petite prépa avant là-bas, donc ça va pas trop les gêner, je pense, le voyage. Bon, voilà pour cette émission. Il est temps de siffler la fin de la partie. Voilà, merci pour ce 100% PSG, la tribune spéciale débrief de ce PSG Salzbourg. Merci à Tidiane Imbo pour ta première. Merci à Abdella Poulma, à Mathieu Faure qui était de chez lui, là du côté de Nice. Merci à tous ceux qui ont été avec nous sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça nous aide énormément. Ceux qui sont aussi en podcast, les petites étoiles, les petits commentaires, vous pouvez venir commenter soit directement sur votre player de podcast, soit sous la vidéo YouTube. Comme ça, il y a toute une communauté de supporters du PSG qui interagit ensemble. On va se retrouver donc ce week-end avec le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Le match à suivre sur France Bleu Paris et puis tous les rendez-vous habituels. 100% PSG l'actu avec Pierre Clément, c'est tous les jours à 18h15 sur France Bleu Paris. 100% PSG le billet, c'est avec moi, c'est tous les matins à 8h40 et 100% PSG le mag, là aussi avec Pierre Clément, c'est tous les jeudis avec tous les supporters qui viennent parler du Paris Saint-Germain. Passez un très très bon mercredi, un jeudi, je ne sais pas quand est-ce que vous nous regardez, et puis à très vite dans 100% PSG, la tribune.